Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Montréal-Python. Excusez-moi, je vais juste mettre mon truc comme ça, juste pour voir si je vois bien mon slide ici. OK. C'est bon? OK. Fait que là, ouais, tout le monde devrait moi. Je vais juste mettre le truc. Parce que j'ai deux écrans, j'essaie de voir. OK, c'est bon. C'est bon, mais bonsoir tout le monde. Bienvenue à Montréal-Python 92, Wifi Dentaire. C'est la première fois que je suis capable de lire le nom de notre événement correctement. Hi everybody, welcome to Montreal-Python 92, Dental Wi-Fi. Before we start, I would like to say that we have a code of conduct at Montreal-Python. It is pretty simple. We want everybody to be nice with each other. And if you see something that's not nice, you can ping us on Slack. Me and my team will be there and to fix the problem. And the link of our Slack is in the YouTube channel, so you can join us to chat and everything. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de notre code de conduite à Montréal-Python. Nous avons le code de conduite qui est, on veut que tout le monde soit gentil avec tout le monde. Donc, si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct et vous voulez signaler, vous pouvez nous rejoindre sur notre Slack. Notre équipe est là pour régler ces problèmes-là. Ou sinon, vous pouvez juste rejoindre Slack pour chatter aussi avec du monde. Ça fait toujours plaisir. Et après l'événement, nous allons avoir un 5 à 7. Donc, le lien de 5 à 7 aussi est sur notre channel de YouTube. En parlant de 5 à 7, j'aimerais remercier notre partenaire qui est FGNR. C'est eux autres qui font l'hébergement de notre plateforme Jitsi qu'on utilise pour faire notre 5 à 7. After the event, we're gonna have a happy hour, and I would like to invite everybody to join us to talk about everything you want. And talk about happy hour, I would like to thank our partner, FGNR, who is hosting our platform Jitsi, the chat where we can use for our happy hour. And the last thing that I want to announce that we're gonna have the sprint of traduction. We're gonna do it for 2 weeks, and it's gonna start at 5 April. And we don't have the timeline and how we're gonna do it yet. And for sure, we're gonna launch it the 5th April. And this is gonna be the traduction of documentation, the official documentation of Python. We're gonna focus on Python 3.10. And so if you we will gonna send more info on our Slack channel, which is hackathon.pythonfr. C'est ça. Pour la dernière annonce ce soir, c'est que j'aimerais vous inviter à notre sprint de traduction. On va traduire la documentation officielle de Python. On va focuser sur Python 3.10 et c'est ça, on va traduire l'anglais vers français. Donc, on n'a pas
beaucoup plus d'informations en ce moment sur comment qu'on va faire et tout ça, et l'heure aussi, mais c'est sûr qu'on va lancer ça le 5 avril. Donc, vous êtes tous invités. Et aussi, vous faites inviter vos amis et tout. Donc, sans plus tarder, pour que ce soit, je vais aller retourner dans mon StreamYard ici. Je vais enlever moi-même, puis je vais amener notre premier présentateur, qui est Guillaume. Guillaume est euh, est un développeur à Canonico. Il va nous parler de l'application que eux autres, attendez, ok, c'est bon. Ok, j'ai bien Guillaume ici. Ok, c'est bon. Ben, Guillaume, je te laisse te présenter un petit peu, puis je te laisse prendre le contrôle. On revient après. OK, parfait. Est-ce que les gens peuvent poser des questions en passant? C'est juste une question que j'ai oublié de te demander. Oui. Après ta présentation, on va avoir comme 5-10 minutes que les gens peuvent ouais, poser des questions. OK, Ça. parfait. Puis c'est en utilisant le chat ou c'est directement en parlant? Ben, il va avoir Yannick qui va gérer ça parce que Yannick, il est déjà connecté sur toutes les plateformes que les gens peuvent poser des questions, puis ouais. OK, parfait. Dans ce cas-ci, Yannick, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions apparaître parce que je ne vois pas les questions en ce moment, je vois seulement mes slides. Donc, s'il y a des questions au courant de la présentation, là, ça me fait plaisir de répondre. Aucun problème, on va te relayer ces questions-là de vive voix, ça va nous faire très plaisir. Merci. Donc, ma première question, en fait, c'est est-ce que tout le monde parle français ou est-ce que je serais mieux de la faire en anglais? Ben, c'est à ton choix. On a un groupe très bilingue, donc je pense qu'on a peut-être certaines personnes qui ne parlent pas français, mais je pense que la majorité peuvent comprendre. OK, fait que je vais la faire en français, mais si tu vois des commentaires pop-up des gens qui ne comprennent pas ce que je dis, ça ne dérange pas de changer. Ça vaut la peine de traduire cette partie-là. So I'll do the presentation in French, or actually I can do it in English or in French. I just wanted to know if there's some people that don't speak French. Please say it now, so I'll do it in English. Or the opposite too, like if some people don't speak English at all, I can do it in French. So at this point, I'm not certain which one is best. En tout cas, pour tout de suite, les commentaires qu'on a ont l'air très français. Donc, je t'encourage fortement à garder cette langue pour l'instant. OK, parfait. Merci. Dans ce cas-ci, je vais commencer en français. Donc, les slides sont en anglais, mais je vais traduire du mieux que je peux. Donc, bonjour, je m'appelle Guillaume Belanger. Je suis Engineering Manager pour l'équipe Telco chez Canonical. Canonical, c'est la compagnie derrière Ubuntu. Donc, la présentation s'appelle Operating your private LTE network for free. Donc, faire l'opération de votre réseau LTE gratuitement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un core network? Je vais dire le mot core network parce que je n'ai jamais entendu la traduction en français. Qu'est-ce qu'un core network? Donc, quand on parle de core network, on parle de la partie d'un réseau de télécommunications sans fil qui est responsable de plusieurs fonctions, incluant l'authentification, l'allocation d'adresses IP, le routage de paquets, d'enforcer les data rates et faire aussi la comptabilité. Donc, toutes les fonctionnalités réseau qui sont typiquement abstraites à un utilisateur. Parce que, je ne sais pas, si vous mettez votre carte SIM dans votre téléphone cellulaire, ce que vous allez voir, c'est que, OK, bien, ça prend une couple de secondes, puis éventuellement, tu as accès au réseau. Mais qu'est-ce qui se passe en arrière? C'est typiquement toutes ces fonctionnalités-là et autres. Donc, un réseau un core network a plusieurs fonctionnalités, puis certaines sont là. La plupart de ces fonctionnalités-là, quand vous allez les rechercher sur Internet, ils ont des noms plus complexes avec des acronymes, mais ultimement, c'est pas mal le point est pas mal là. Puis ces fonctionnalités-là font en sorte, ultimement, là, que vous êtes capable de mettre une carte SIM dans votre téléphone cellulaire, puis en quelques secondes, être capable de faire un message texte, un appel ou d'aller sur Internet. Donc, ça, c'est un core network, mobile core aussi, vous allez voir. En pratique, de quoi ça a l'air, ce core network-là? Si on retourne à il y a quelques années, ben, si vous êtes une compagnie comme Bell, Rogers, TELUS, une compagnie de télécommunications, vous allez acheter ce core-là à un vendeur comme Cisco, Nokia, Ericsson aussi.
sous forme de hardware. C'est littéralement une boîte que vous achetez, puis implémente toutes les fonctionnalités réseau que vous avez besoin pour opérer votre réseau. Ils vont tous être à l'intérieur de cette boîte-là. Fait que vous allez appeler Cisco, vous allez dire, OK, ben, j'ai, je sais pas, 10 000 clients à servir à travers 5 villes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Puis là, Cisco va vous dire, OK, bon, on vous vend, je sais pas, 15 boîtes, puis ça va vous coûter 3 millions de dollars. Fait que ça, c'était le processus historique. Avec les années, comme depuis depuis tous les modes vers la virtualisation, de plus en plus, ces fonctionnalités-là maintenant sont virtuelles. Fait au lieu d'avoir une boîte de Cisco que vous achetez qui vous coûte très cher, les compagnies ont maintenant leur propre infrastructure. Fait que ce qu'ils font, ils ont des centres de données avec des serveurs de HP, Dell ou peu importe la compagnie d'ordinateur que vous pouvez acheter. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les compagnies comme Cisco, Nokia, ils vont vendre des machines virtuelles qui vont contenir ces fonctionnalités-là. Fait que c'est la même fonctionnalité, c'est la même chose, mais un autre packaging, si on veut. Fait qu'ils vendent du software maintenant, des machines virtuelles. Puis ce software-là, tu peux le faire fonctionner sur ton infrastructure. En termes de prix, ça n'a pas changé beaucoup. Les prix ont été vraiment semblables, mais l'idée d'utiliser des serveurs, le gros avantage pour une compagnie comme Bell ou Rogers, c'est que c'est beaucoup plus facile de scaler. Si tu dois servir 2 fois plus de clients, si tu dois faire quoi que ce soit, tout ce que tu as besoin, c'est d'installer une nouvelle machine virtuelle ou de la cloner. C'est juste beaucoup plus simple que d'appeler Nokia et de dire hey, je vais t'acheter 10 boîtes, puis ça pèse des kilos. Puis, les serveurs aussi sont lourds, mais sont réutilisables pour d'autres choses que juste des core networks. Fait qu'il y a un trend vers la virtualisation. Puis là, en ce moment, puis depuis quelques années, puis surtout avec le 5G, une nouvelle trend qui, pour certaines de ces fonctionnalités réseau-là, les amener vers le cloud. Fait que dans le 5G, il y a un gros découplage de ces fonctionnalités réseau-là. Sont de plus en plus sont indépendantes, si on veut. C'est des microservices. Et ils peuvent fonctionner tu peux les mettre où est-ce que tu as envie. Fait que si la latence n'est pas trop importante pour une certaine fonctionnalité, tu peux la mettre chez Google Cloud ou AWS. Puis tu vas être capable d'atteindre ton objectif sans avoir à gérer des serveurs à l'intérieur de tes murs. OK. Donc, sur cette slide-ci, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que servir des communautés avec des réseaux wireless, ça coûte cher. Au Canada, on a un gros pays, pas très dense. Puis ça fait en sorte que pour une compagnie comme Vidéotron ou Bell, ça coûte vraiment cher d'aller dans le nord du Québec, par exemple, servir une petite communauté de 50 personnes. Puis cher au point où le jeu ne vaut pas la chandelle. Parce que pensez-y, comme vous êtes, certaines de ces communautés-là sont par exemple seulement accessibles en avion. Fait que ce que je voudrais dire, c'est que pour les servir en termes d'Internet sans fil, il faudrait que quelqu'un décide de passer plein de fibres jusqu'à là-bas. Après ça, que tu mettes l'équipement que je montrais de Cisco, Nokia qui coûte une fortune. Puis après ça, d'installer des antennes. Tout ça coûte extrêmement cher. Fait qu'au Canada, on a la CRTC. Puis un de leurs objectifs, c'est que le plus de gens possible aient accès à Internet. Puis pour ce faire, ils ont un fonds qui sert justement à donner une raison à ces compagnies-là d'aller dans ces communautés-là. Fait que si toi, tu es Vidéotron, tu te dis je vais aller servir telle communauté, tu peux aller devant la CRTC et faire une demande. Fait que ce projet-ci va coûter 30 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez le financer? Puis si le projet, CRTC juge que c'est un bon plan, cette communauté-là, pas Internet. Grâce à ce projet-là, ils vont avoir Internet. Ils vont vous donner le financement que vous avez besoin. Mais ça coûte quand même cher. C'est juste qu'au lieu d'être Bell ou Rogers qui paye pour l'infrastructure, ça va être les payeurs de taxes à travers ce fonds-ci. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce fonds-là a utilisé 186 millions, puis c'est environ 30 000 personnes qui ont été servies grâce à ce fonds-là. J'espère que c'est ça. Puis avec le temps, de plus en plus de communautés devraient avoir accès à Internet, mais ça coûte quand même extrêmement cher de servir tout le monde au Canada.
Fait que Magma. Fait que là, je vais vous parler d'un projet open source qui s'appelle Magma. Donc, Magma, c'est un cœur réseau, un core network gratuit, open source, qui vient justement, si on veut remplacer les fonctionnalités réseau que tu achèterais, par exemple, d'un Cisco ou d'un Nokia. Ben, tu peux utiliser ce projet-ci, qui est, comme je disais, c'est gratuit. Il y a d'autres projets open source qui ont le même objectif que d'avoir un réseau 4G ou 5G. Mais Magma, c'est de loin dans ceux que j'ai vus qui est le plus utilisé. Les contextes dans lesquels je l'ai vu utiliser, c'est un peu pour la partie communauté, ça des communautés éloignées, comme je disais, mais beaucoup dans des contextes de réseaux privés. Par exemple, vous avez une mine, par exemple, et que vous êtes dans le nord du Québec, extrêmement loin. Vous avez une mine, puis vous aimeriez soit que vos employés puissent communiquer entre eux avec leur téléphone cellulaire, ou que les machines puissent communiquer entre elles. Par exemple, de plus en plus, les machines sont connectées. Maintenant, ils ont des cartes SIM, ils peuvent envoyer du data sur leur état, mais aussi sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de machines maintenant qui sont contrôlées à distance. Fait d'utiliser soit le 4G ou 5G pour ça, c'est super utile. C'est dans ce contexte-là que j'ai vu Magma être le plus utilisé. Facebook était la plus grosse compagnie, si on veut, derrière Magma. En fait, c'est un projet qui était à Facebook, qui était closed source avant, mais là, ils l'ont open source. Fait que Facebook, c'est un des contributeurs, ou Meta. Mais maintenant, il y a plein d'autres compagnies qui se sont joints, qui ont intérêt à ce que ce projet-là fonctionne bien. Puis, incluant des grosses compagnies comme ARM, Qualcomm, Red Hat. Canonical, depuis quelques mois, on fait partie des membres également. Fait que c'est dans ce contexte-ci que je fais ma présentation. C'est pour parler de Magma, principalement. Puis si vous voulez en apprendre plus sur Magma, c'est magmacore.com ou sur GitHub, vous avez juste à chercher Magma. Puis, OK, fait que Magma, comme je disais, c'est un projet open source qui existe indépendamment de nous. Il existe déjà, il y a des compagnies qui l'utilisent. Mais où est-ce que Canonical vient s'impliquer dans tout ça? Comme je disais, Canonical, c'est la compagnie derrière Ubuntu, pour ceux qui ne le savent pas. Puis le but spécifique de l'équipe dans laquelle je travaille, c'est d'offrir une alternative abordable, automatique et sécure pour déployer son propre réseau privé. Puis je dis abordable parce que Magma comme tel est gratuit. C'est absolument gratuit, mais vous avez quand même besoin d'avoir une infrastructure, d'avoir des serveurs sur lesquels Magma va fonctionner, ou un compte avec Google Cloud, avec AWS. Vous avez besoin d'infrastructure, ultimement. Vous avez besoin d'antennes. Il y a des choses qu'on peut pas... il y a des choses qui vont rester comme payantes, si on veut. Mais de toute façon, c'est pas nous, notre compagnie n'offre pas ces services-là. Nous, on se concentre vraiment sur offrir Magma de la façon la plus simple possible. Puis, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Magma a plusieurs composantes. C'est la partie Access Gateway, qui est la partie qui est le cœur du réseau, comme je disais, avec les fonctionnalités réseau. C'est l'équipe dans laquelle je travaille. On est en train d'écrire un snap, ça s'appelle. Avec Ubuntu, c'est des snaps qu'on utilise pour installer du software sur Ubuntu. Fait que pour Access Gateway, qui est le cœur du réseau, on est en train d'écrire un snap pour que, en ce moment, vous pourriez simplement faire snap install Magma Access Gateway. Puis ça contraste avec la façon actuelle d'installer Magma. Si vous allez sur le site de Magma puis vous allez lire la documentation, vous allez vous rendre compte rapidement que ce n'est pas trivial d'installer Magma. C'est plutôt compliqué, en fait. Vous avez besoin d'installer un script, puis derrière, ça va utiliser Ansible, puis c'est vraiment comme plutôt complexe comme processus. On veut vraiment simplifier ça le plus possible. Un autre des composants de Magma s'appelle Orchestrator. L'idée, c'est que vous avez un core network, mais mettez-vous à la place d'une compagnie. Une compagnie aurait plusieurs core networks à travers potentiellement plusieurs villages. Mais Orchestrator permet d'avoir une interface graphique qui permet de gérer ces différents cores-là. Puis aussi de collecter les métriques puis les données de ces différents cœurs-là. Fait que savoir, OK, ben, j'ai 52 clients, il y en a un nouveau qui s'est connecté là. Fait que d'avoir de l'information sur ton réseau. Cette partie-ci, ça se déploie sur Kubernetes.
je ne sais pas si tout le monde ici est confortable avec Kubernetes, ce que c'est. Mais si vous avez des questions spécifiques à Kubernetes, n'hésitez pas à me les poser. Là, je peux faire de mon mieux pour les répondre. Mais puis, l'idée, c'est, dans ce contexte-ci, on utilise un outil qui s'appelle Juju. Fait que Juju, c'est un outil qui te permet d'abstraire, si tu veux, l'infrastructure sur laquelle tu te trouves pour déployer ton application. Fait que sur une machine sur laquelle tu as Ubuntu, tu peux installer Juju, puis faire un Juju deploy Magma Orchestrator. Puis si tu as une infrastructure Kubernetes, ben, ça va déployer ton application. Puis dans ce contexte-ci, on ne s'intéresse pas à où est-ce que ton Kubernetes est. Fait que si ton Kubernetes est sur Google Cloud, c'est sur Amazon Web Services, ou s'il est sur ton laptop, ça ne change rien, ça va fonctionner. En plus de faire la partie déploiement, Juju te permet de gérer le life cycle, fait que les événements de vie d'une application. Fait que par événement, je veux dire, vous allez vouloir upgrader votre application à un certain point. Vous allez vouloir la scaler. Vous allez vouloir la détruire potentiellement. Toute la logique qui permet de gérer ces événements-là, c'est tout écrit en Python. Puis Juju va aller exécuter le code Python relié à chacun de ces événements-là. Puis je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Fait que là, c'est ça, je suis rendu à la démo. Est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce que j'ai raconté jusqu'à date? Ou est-ce que je continue puis je vous montre? Moi, je ne vois pas de questions, mais je vais encourager tout le monde à prendre un moment pour poser des questions s'ils en ont. Donc, tout le monde, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat sur YouTube ou sur Slack dans le canal Meeting. Everyone, if you have any questions right now, that would be a great time. You can ask them in the YouTube chat or on Slack if you're in channel meeting, and I'll be really happy to relay them to Guillaume. But I don't see any questions, Guillaume, so I think that everything so far is clear, and I encourage you to move forward. OK, parfait. Donc, OK, fait que ce que je vais vous montrer, c'est comment déployer Magma Orchestrator sur Kubernetes. Puis, pendant que ça va se déployer, ben, je vais aller vous montrer le framework en Python. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Fait que, pour la démo actuelle, fait que là, j'ai un compte avec Google Cloud. Fait que si vous ne connaissez pas l'interface de Google Cloud, ben c'est ça que ça a l'air. J'ai un cluster Kubernetes qui roule là-dessus. Ça s'appelle cluster 2, qui n'a pas un excellent nom. Puis il devrait y avoir absolument rien en ce moment. Fait aucun service, aucune application. Fait juste vérifier qu'il n'y a rien. Puis je vais aller sur ma machine ici. Oups. Puis ici, je peux lancer des commandes avec kubectl. Je vais faire get nodes. Je vois les différents nœuds. Une petite intervention aussi, si je peux me permettre de t'interrompre. Ça a l'air un peu petit là, à l'écran là, pour les gens qui suivent ça sur la radiodiffusion. Donc, ça a l'air tellement mieux. Merci beaucoup. C'est mieux? OK, parfait. Désolé pour ça. Fait que, ultimement, ici, bon, on voit que je suis capable de faire mes commandes de Kubernetes. Puis, fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans comment ça s'appelle? Au Montréal. Puis je vais aller déployer mon application. Fait que je vais faire. Je roule une machine Ubuntu, ça c'est sur mon laptop ici. Puis je vais aller ajouter mon cluster Kubernetes à Juju. Fait que Juju, comme ça, il va prendre connaissance du fait que, OK, ben, il y a un nouveau cluster Kubernetes. Puis il s'appelle tel nom. Fait que on va l'appeler démo ici. Après ça, fait que maintenant, il y a accès à ces nouveaux credentials-là pour se connecter à Kubernetes. Fait que là, je vais rouler une commande qui s'appelle Juju Bootstrap Demo. Ce qui va se passer en arrière, c'est qu'on va créer ce qui s'appelle un contrôleur. Fait que ce contrôleur-là va littéralement rouler sur mon cluster Kubernetes. Et quand je vais déployer des applications, c'est ce contrôleur-là qui va être responsable de communiquer avec Kubernetes et faire les opérations. Fait que toute la partie comme communication avec Kubernetes va être abstraite pour l'utilisateur. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe en arrière. Mais en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir un nouveau service apparaître pour le contrôleur, puis une nouvelle application apparaître. Fait que ça va prendre quelques secondes.
Puis après ça, je vais déployer l'application. Le Juju est utilisé pour déployer plein de types d'applications. Fait que il y a des bases de données, tu peux l'utiliser pour déployer Kubernetes en tant que tel. Fait que tu peux faire un Juju deploy Kubernetes. Fait que si tu as des serveurs physiques, tu peux l'utiliser pour déployer des serveurs physiques. Tu peux penser à n'importe quel type d'application. Ça peut être déployé par Juju. Puis comme je disais, c'est particulièrement utile lorsqu'il est question de gérer les événements de vie d'une application. Normalement, pour beaucoup de compagnies, tu vas avoir des scripts à l'intérieur de la compagnie qui vont être. Tu as quelques développeurs ou quelques gens en opération qui vont avoir leur script comme OK, quand je fais quand on upgrade, ben, il faut faire telle chose. Fait que ces choses-là, qui sont, par exemple, je ne sais pas, aller changer une page web pour dire que tu es en maintenance, faire un backup d'une base de données. Fait que toutes ces opérations-là sont typiquement écrites dans des scripts, ou ça peut être dans des scripts Ansible aussi, souvent utilisés pour ce genre d'opération-là. Ben, dans notre cas, ça va être écrit à travers du code Python qui va gérer ces différents événements de vie. Là. Fait que, on va aller voir ce qui se passe ici. Fait que notre contrôleur est créé. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas ici. Ah, c'est parce que je ne suis pas dans le bon namespace. OK, exactement. Fait qu'on voit notre nouveau service pour le contrôleur. Puis, il devrait avoir un nouveau workload ici pour notre contrôleur. Fait que ce même contrôleur-là serait utilisé pour déployer n'importe quel type d'application. Fait que là, je vais créer un nouveau modèle. Fait que dans Kubernetes, pour Juju, un nouveau modèle, l'équivalent, c'est d'un nouveau namespace dans Kubernetes. Fait qu'on va l'appeler whatever. En pratique, ce qu'on va voir ici, c'est qu'un nouveau namespace va être créé, mais il n'y a rien dans ce namespace-là pour l'instant. Fait que maintenant qu'on a un nouveau namespace, on a un nouveau modèle, ben, je vais faire un Juju deploy de Magma Orchestrator. Puis, je vais spécifier qu'on lui fait confiance parce qu'il va faire des changements à notre cluster Kubernetes. Puis, ça devrait être bon. Oups. En ce moment, notre application, on est en train de travailler dessus. Elle n'est pas encore disponible dans le channel stable, si on veut. Fait qu'on doit spécifier qu'on veut la version qui est sur le channel Edge. Fait que ça, c'est pas exactement stable. Fait que Juju, en arrière, ce qu'il est en train de faire, c'est il communique avec notre store, puis il voit tous les différents morceaux qui sont nécessaires pour créer cette application-là. Fait que Orchestrator, c'est une application, un composante, mais en arrière, c'est 25 microservices qui communiquent entre eux, qui sont connectés à une base de données, qui sont connectés à différents services. Fait que c'est plutôt complexe, mais comme je disais, comme toute cette complexité-là est plutôt abstraite à l'opérateur. Il n'y a pas besoin de savoir comme tous les détails. Mais si tu veux savoir tous les détails, comme je disais, tout ça, c'est open source. Fait que ça va continuer en arrière. On va le laisser rouler parce que ça prend quand même quelques minutes. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est le code derrière l'application. Fait qu'on a un projet qui est, comme je disais, c'est tout open source. C'est la licence Apache. Fait que si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même partir d'une compagnie puis l'utiliser pour faire de l'argent avec si vous voulez. C'est tout open source. Vous pouvez même contribuer. On a des guidelines pour contribuer. Puis vous êtes les bienvenus à venir contribuer à notre projet. Puis je vais vous montrer un petit peu plus de ce qui se passe en arrière. Fait comme ce que je disais, c'est que chacun des composants, ici, on voit chacun des composants qui forment Orchestrator. C'est plutôt complexe, mais je n'ai pas envie d'aller expliquer comme toutes les interrelations entre ces composants-là. Fait qu'on va en prendre un. On va prendre celui-ci. Fait que ça, c'est un composant. On appelle ça un charm, mais un composant, si on veut. Là-dedans, tu as le code Python. Le code Python se trouve dans SRC. Guillaume, je me permets une autre interruption. Oui. Ça n'a pas l'air de rafraîchir ici là, pour au moins quelques utilisateurs. On voit encore ton terminal. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment, mon terminal? Moi, je vois ton terminal, puis ta commande Juju Deploy Magma Orchestrator qui n'est même pas terminée, mais je pense que tu l'as terminé, donc ça n'a juste pas rafraîchi. Je ne sais pas ce qui se passe. Veux-tu essayer de départager et de repartager ton écran? Oui, je suis désolé pour ça. On va faire ça. Aucun problème, on fait ça live, on est au courant. Il peut y avoir des petits problèmes techniques. Et voilà. Est-ce que vous voyez maintenant moi, Google Chrome? Ouais, qui est dans Chrome. Ça a l'air très bon, ça. OK, on est reparti.
Merci OK. beaucoup. OK, parfait. Fait que je vais un peu répéter ce que je disais. Fait que ça, c'est notre projet qui est sur GitHub. Le projet s'appelle Charmed Magma. Comme je disais, c'est open source, c'est gratuit, c'est licence Apache. Puis je vais vous montrer un des composants. Fait que je vais prendre celui-ci ici. Fait que chacun des composants a à peu près le même genre de structure. Ce que vous allez voir, c'est que dans SRC, c'est ici qu'on va avoir notre code Python. Fait que c'est ça que je vais vous montrer. On est à Python Montréal, fait que je pense que c'est ici que je devrais m'arrêter. Mais je parlais un peu plus tôt qu'on a du code qui s'occupe de gérer les événements de vie d'une application. Mais c'est exactement ce qu'on va voir ici. Fait que, puis ici, on a seulement implémenté des actions pour 4 événements de vie. Puis c'est ce que vous allez voir ici entre les lignes 45 puis 50-60. C'est les événements qui sont reliés à OK, bien, lorsque j'installe mon application, c'est ça que je veux qu'il se produise. Lorsque ça s'appelle Pebble Ready. Fait que ça veut dire lorsque le workload est prêt à être utilisé, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai ma relation avec la base de données qui est jointe, qu'est-ce que je fais? Unremove, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est différents événements de vie qui arrivent à l'application. Puis il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas ici implémentés, dans lesquels vous allez insérer votre logique. Fait que là, ici, ce qu'on dit, c'est que OK, bien, quand l'événement uninstall arrive, ben moi, je veux que tu appelles la méthode uninstall. Fait qu'on va aller voir ça ici. Ici, ça, c'est l'implémentation de cette, cette méthode-là. Fait que ce qui se produit, c'est que lorsque cette méthode-là est arrivée, ben, dans ce contexte-ci, ce qu'on fait, c'est OK, bon, on va aller créer des secrets dans Kubernetes, on va aller monter ces secrets-là comme des volumes. Puis c'est pas mal tout ce qui arrive. Fait que ça, c'est quand on installe, on veut qu'il se passe ça. On veut seulement que ça arrive quand on installe, seulement une fois. Puis quand on va fermer l'application, quand on va la détruire, bon, on va vouloir aller détruire ces secrets-là. Fait que je parlais de logique business, ou pas nécessairement business, mais relié à l'application. Fait que quand tel événement se produit, je veux faire telle chose. Mais ici, c'est tout codé. Fait qu'un opérateur qui va aller installer cette application-ci, il n'a pas besoin de tout savoir. Il a juste besoin de faire Juju déploie telle application. Puis tout ça, ça va se faire par magie. Quand il va upgrader, ben, toute la logique derrière l'upgrade va se faire en fonction de ce qui est nécessaire pour cette application-ci. Puis c'est pas mal ça. Je ne voulais pas entrer trop en détail dans le code Python parce que je pense que ça peut être ennuyant de lire du code dans une démo. Mais je peux revenir sur le framework. Fait que ici, un autre des fichiers importants, ça va être le fichier metadata.yaml. Puis dans ce fichier ici, on va avoir la description de notre application. Fait que dans notre cas, notre application, c'est un container. Il y a un volume. Puis un des concepts extrêmement intéressants avec Juju, c'est la partie relation. Puis tu as deux types de relations. Tu as deux types tu as deux côtés face à une relation. Tu as le côté provider puis requirer. Fait que si on passe à une base de données, ben, la base de données va offrir une certaine interface, puis d'autres applications vont pouvoir aller l'utiliser, se relier à cette base de données-là. Fait que une application, fait que la base de données, par exemple, va te donner l'information pour te connecter à elle. Fait que mettons le username, password, URL. Puis l'autre application va aller utiliser ces données-là pour se connecter à elle. Fait que on n'a pas besoin de se souvenir de tout ça, mais c'est juste, je voulais seulement introduire l'idée de relation. Fait que tu as plusieurs services qui ont des relations entre eux, puis il se passe de l'information à travers ces relations-là. Puis c'est pas mal ça en termes de démo. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir si l'application, je ne pense pas qu'elle va avoir fini de déployer parce qu'elle prend pas mal de temps à déployer. Mais ouais, c'est ça. Fait que ce qu'on voit ici, l'application est en train d'être déployée. Ça prend pas mal de temps, comme je disais, parce que c'est 25 microservices sur Kubernetes. Entre autres, là-dedans, on a une base de données. On est en train d'attendre qu'elle se déploie. Puis les autres applications, ben, comme on voit, sont en train d'attendre que la base de données soit déployée pour pouvoir s'y relier. Fait que c'est pas mal ça. Ultimement, l'idée, c'est pour ce composant-ci, que très facilement, quelqu'un soit capable de le déployer. Là, je vous ai seulement montré l'opération deploy, mais dans le futur, on va aussi avoir des logiques concernant les upgrades pour scale, qu'est-ce qui se passe quand on scale. Fait que toutes ces opérations-là qui sont nécessaires pour opérer comme une application à aussi grande échelle, là, comme ce serait une grosse application. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que pour la démo, c'est pas mal ça, mais je peux double-cliquer sur quelque chose si vous voulez, s'il y a un intérêt. On a deux questions.
Il y en a une qui est la mienne, et puis je vais la garder pour après la première question. Donc, la première question, c'est quoi la base de données? Quel genre de base de données est utilisée par cette application-là? C'est PostgreSQL. PostgreSQL. Ouais. Excellent. Et puis, Puis, si vous voulez, sur toutes les applications qui font partie, toutes les applications pour lesquelles il y a des charms, fait des choses sur lesquelles on peut faire des juju deploy, se trouvent sur charmhub.io. Puis ici, vous allez pouvoir, on le voit ici, en fait, il y a PostgreSQL. Fait que vous avez seulement besoin de déployer PostgreSQL. Puis le N ici, c'est la quantité de pods que vous avez besoin pour votre application. OK, donc il va faire un multi-master PostgreSQL par défaut. Ouais. Ah, wow, c'est super ça. Puis tu peux. Puis c'est ça. Fait que tu as plusieurs opérations reliées à scaler. Puis pour certaines autres applications, fait que si on va prendre une application un peu plus complexe, mettons, j'allais prendre Prometheus. Fait que Prometheus est utilisé pour le monitoring. Fait que tu déploies ton application, mais après ça, tu peux relier deux applications entre elles faisant Juju Relate, Cube State Metrics, puis Prometheus. Fait que Cube State, c'est ultimement une application qui est responsable pour les métriques dans Kubernetes. Puis comme opérateur, tu fais juste relate les deux. Tu n'as pas besoin de savoir comme tous les détails de ce qui se passe dans cette relation-ci, mais ce que tu vas voir, c'est que dans Prometheus, tu vas pouvoir observer que maintenant, tu as des métriques sur Kubernetes. C'est toute la complexité reliée à relier les deux est abstraite à l'opérateur. OK. Donc juste pour revenir en arrière un petit peu pour les gens qui sont moins familiers avec cet écosystème-là. Donc, Juju est un orchestrateur qui est spécifique à Kubernetes ou est-ce qu'il fonctionne avec d'autres choses comme Docker Cluster? Pour les containers, c'est spécifique à Kubernetes. Par contre, il y a des applications qui peuvent être déployées sur des serveurs physiques. Par exemple, je ne sais pas si j'ai des... Ici, vous voyez l'icône de Kubernetes, hein, mais il y a certaines applications qui peuvent être déployées soit sur Kubernetes ou sur des machines virtuelles ou des serveurs. Fait qu'il y a les deux types. Excellent. Et donc, la question que j'avais un peu plus tôt, donc, il y a plusieurs compagnies qui ont des réseaux cellulaires privés, entre autres pour tester une connexion dégradée, une 2G ou une connexion avec beaucoup de pertes de paquets. Est-ce que c'est quelque chose qui serait facile à faire avec ce système-là ou c'est quelque chose de complètement différent? Faudrait que je comprenne mieux c'est quoi les types de tests qu'ils font, mais après... entre autres, c'est ça, les compagnies qui font beaucoup de développement mobile, ils vont vouloir tester comment l'application se comporte dans un endroit où la connexion n'est pas bonne. Donc, il y a juste du 2G, où il y a beaucoup de pertes de paquets pour raison quelconque. Donc, ils veulent rendre ça facile à leurs développeurs de se connecter sur ce réseau cellulaire-là privé qui est dégradé. Rapidement, comme ça, je dirais que ça serait probablement plutôt facile à faire parce que tu es en contrôle de tout ce qu'il faut pour dégrader ton réseau. Comme si tu as Magma, comme je disais, c'est open source. Tu as accès à tous les services, tu peux aller faire des changements, tu peux. Mais c'est. Dans ce cas-ci, on voudrait sûrement avoir un genre de générateur de trafic, puis le faire envoyer comme des trucs super lentement. Puis ça existe déjà. Il y a des projets open source pour générer différents types de trafic. Fait que je pense vraiment que oui, ça serait relativement facile à faire. Mais je dois avouer que j'ai pas touché à ça à date. OK, c'est bon. Puis donc, peut-être pour se donner une idée, si quelqu'un voudrait se lancer dans un projet comme ça, on parle de quoi comme coût pour avoir une petite antenne là, qui va couvrir un bureau ou quelque chose du genre? Faudrait que je cherche mon... j'ai pas ouais, faudrait que les antennes... Parce que les antennes, ça varie beaucoup. Il y en a comme à quelques dollars, puis il y en a à quelques milliers de dollars. Wow. Dépendant à quel point ils se rendent loin et tout. Mais on va aller sur... je vais répondre ça en temps réel. Fait que ça, c'est la documentation officielle de Magma. On va aller voir les prérequis. Si je ne me trompe pas, il parle d'antennes ici. Puis il donne des indices. Pas des indices, mais des exemples d'antennes qu'on peut utiliser. On va aller voir celle-ci. BCL, juste pour voir le prix. Il faut vraiment appeler le représentant de l'ordre pour avoir des détails.
Ouais, c'est souvent ça. Mais soit tu peux trouver un genre de... Ah bon, mettons pour celle-ci, c'est 4 000 $ pour l'antenne. OK, c'est quand même raisonnable. C'est quand même raisonnable. Puis il y en a des encore moins chers que ça, mais qui sont plus utilisés pour, mettons, si tu veux tester chez toi dans ton sous-sol. Comme ça, tu en as des à quelques... Comme un de mes collègues, il y en a une qui a payé, je pense, comme 40 ou 50 $. Mais c'est vraiment pas puissant. Là. Tu ne pourras pas servir plus qu'une personne ou deux avec ça. OK. Fait quoi, mettons autour de 4 000 $, tu pourrais avoir une antenne qui est utilisée réellement en production là, et ça, c'est par des gens. Super. OK, une suite à la question précédente. Donc, la base de données Postgres est installée en mode stateful, donc on peut la fermer, la réallumer, puis on peut avoir nos données. C'est exact? Oui. Excellent. Super, ça. C'est tout pour les questions pour l'instant. Je ne sais pas si la démo a fini de se... On va aller voir ça. Il y en a encore deux qui sont en train. Fait que la base de données est active. Puis là, il reste deux applications qui sont en processus de se connecter. Fait que d'ici quelques secondes, ça va être en train de fonctionner. Mais en termes de démo, c'est pas mal. C'est comme j'ai rien d'autre à présenter. Fait que ultimement, à la fin, tu as tous les services qui sont up and running. Si on voulait avoir, parce que comme je nommais plus tôt, Orchestrator, c'est ce qui permet d'avoir une interface graphique. Fait que si ici on voulait aller voir l'interface graphique, ce serait relativement simple. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est je vais retourner dans Google Cloud, on va aller voir les services. Puis on va aller voir tous ceux qui sont des external load balancer. Comment ça, on ne les voit pas? Ah, c'est parce qu'ils sont sur la page 2. Fait que certains de nos services, c'est des external load balancers, ce qui veut dire qu'ils sont accessibles de l'extérieur de Google Cloud. Fait que n'importe qui en ce moment, là, si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez appeler un de ces services-là avec le port que vous voyez, puis vous devriez recevoir une réponse. Ça va sûrement vous demander d'être connecté, là, mais vous allez quand même être capable d'y accéder. Fait que les services sont accessibles publiquement. La seule chose qui resterait après ça, ça serait d'associer ces adresses-là à des noms de domaines. Fait qu'avec Google Domain, ben, vous dites que 34.148.196.234, c'est égal à ça vaut guillaume.com. Puis là, vous serez capable d'accéder à ces services-là. Fait que c'est pas mal ça. En termes de démo, je ne vais pas nécessairement aller plus loin. C'est tout ce que j'avais à présenter. Mais si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou si vous êtes intéressé à contribuer ou à faire du feedback, des choses que vous n'aimez pas, des choses que vous voulez mieux comprendre, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est guillaume.belanger@canonical ou sinon sur GitHub, vous pouvez m'écrire, ouvrir un bug, n'importe quoi. Je suis quand même ouvert. Merci beaucoup. Okay. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Oui. Merci, Guillaume. Mais c'est ça, tu restes à notre 5 à 7 Oui, je reste ici. OK. S'il y a des gens qui ont d'autres questions, mais vous pouvez nous rejoindre à 5 à 7 et on va continuer à discuter avec Guillaume à propos de ça. Je vais juste enlever Yannick ici, enlever Guillaume là et je vais tout de suite vous amener notre prochain présentateur qui il est jeune, mais ça fait déjà la deuxième fois qu'aujourd'hui qui va nous aujourd'hui c'est la deuxième fois, fait que c'est ça. Il s'appelle Georges. So I would like to introduce you our next presenter. He is young, but is already the second time tonight that he will present at our event. Okay. Hey, George. Hey, how's it going? I'm good. And you? Good. Yeah. Okay. Do you have a slide or something that you want to show? I do. To share? Yeah. I do here. Yeah. All right. Wait, let me just make sure that goes to the right place. Yeah. Oh, no, sorry. Give me 1 sec because I shared the wrong screen. Okay, this should work, I hope. Okay, let me do. Okay, we see everybody see your slide. Okay, I let you take a control, and Yannick will be back to ask you some question. Okay. All right. Thanks. Okay. Thank you, John. Thanks. Okay, so I'm George. If you have questions, the presentation is going to be in English, but si vous avez des questions en français, demandez-les, c'est pas de problème. So I'm going to talk a little bit about the Internet Distance Project, and
it's actually kind of similar to the presentation we just heard. There's some factors that are similar, but it's nowhere near as advanced, and it's a little bit different. So we'll talk a little bit about it. So the goal of the project and what we kind of did and where we're going. So this was a project I did with someone I met on Reddit, actually. That seems to happen a lot, but someone I met on Reddit. And we just started talking about it and started working on it. And the goal is like I had a long holiday break this year. So I started thinking about the internet, how the internet works, what the internet looks like physically, that kind of thing. And the more I learned, the more I started to get interested in it. Like the idea that like every time you do a Google search, or every time you look on Netflix, or every time you're looking for I don't know, any website, that it's something physical that's happening when you look up. Like we often hear about like the cloud, and how like the internet is wireless and like instantaneous and that kind of stuff. But like a lot of people don't really realize that the internet itself is like a very big physical thing, and there's a big physical footprint and carbon footprint actually, but there's a big physical footprint to the internet itself. So the idea was to actually figure out like let's let people understand tangibly what the internet is. And I'll skip to the next slide. This is a slide about this is an image of all these submarine internet cables around the world, and you see there's tons of them. And this is all the stuff that's transferring the world's data. So if I send something to, let's say I send something to India, it could take one of these paths to get to India, or it can go through here, but it's going to travel through some of these cables in order to get to India. And same thing with if to China, it would probably go maybe through here, or maybe go through Europe or something like that. So there's obviously, when the internet itself is working, like data itself is physically traveling from one location to another. So then what the project was, the goal was to actually show that distance. And so if I look up, for example, a website that's hosted in California, we're going to see that later, but let's say I look up apple.com, and Apple has their servers in California. That means that my search, like when I want to access their website, my data is going to go to California, and then it's going to come back. And then I'm going to get my web page from there. But because the speed of light is so fast, it's going to feel like in half a second, it'll be back and I'll have my website open right away. So we don't really think about the impact of like fiber optic cables, and how like this is a huge industry that with companies like Facebook and Google and I don't think Netflix has one, maybe they did, but Microsoft laying these cables on the seafloor, like paying hundreds of millions of dollars. And I think that there's a new cable that came out that can transfer like 150 terabytes a second or something like that. It's ridiculous, but yeah, that's it. Okay, so I'm gonna give a quick project demo here. All right, just let me know if the writing is too small. I'll increase this one a little bit. So I'll talk a little bit about the code after, but I'll just show you what it does right now. Okay, so let's say I mentioned Apple before. It's gonna ask me what's the URL, and sorry about that. You can see that here it says the IP address of apple.com is this, and the server location is in Cupertino, California, the US. And my data had to travel roughly 8,175 kilometers in order to go to California and to come back and to actually get me my website to load. What if we try something like Netflix? This is in Virginia. Oh, and sorry, I meant to show this. There's also a map that shows up where you can see, like, as the crow flies, like Montreal, and then in California where the website is. And then for Netflix, we can see Montreal into Virginia. I'll try one more. Let's try, Tesla's always interesting because it usually bounces around. Okay, this says, okay.
11. This is interesting. I'll explain why later. At 1,100 kilometers, you can see it's in. I think it's in. It's in New York. It's in New Jersey. So, the goal of the project. Sorry about that. I'm just struggling with my slides right now. Okay. So the goal, you can see that project is it kind of helps to give. The UI is not great as of right now, but it helps to give an idea to like the average person, someone who's not really into the computer science or how the internet works or programming, like the idea that like the internet is a physical thing and it has a physical presence, and like it's kind of cool that your data can get from here to California in like half a second. So yeah. All right. So how we did it? Okay, we're going to talk a little bit about that. So one thing you need to know first, it's good to know, is something called the domain name system, which is essentially the backbone on which the internet operates. And essentially, you put in a domain, like let's say I have python.org here, then that'll give you an output of an IP address, which tells like when you make a Google search or when you make a search, tells your computer where to go and find the other computer that has the web page on it. And that's crucial for, that's actually one of the reasons why Python is so useful, is because of the domain name system and one of the libraries specifically that helps with that. So you can see there's one with Python. You saw before when I was doing, when I was entering here, sorry. Here, like you can see the IP address is here, the IP address is here, that kind of thing. So it's pretty standard stuff. So the library is used. I'll explain exactly how it works when I go into the code, which is going to be very soon. So we use socket IP info, which is an API. That's great. Socket as well is quite good. IP info, GeoPy, urlib, plotly, and Flask. And Flask was used to make our own API, which I'll show again later. Okay, so the code. So the way the code works, I'm not going to explain every line, but I'll give some detail as to what it's actually doing and what the flaws are of the system, because there's quite a few flaws in the way that we've done this. So yeah, okay. So first things first, IP info itself is a very good, it's an API which allows you to find the location of an IP address. Like your computer, if it's making a Google search, knows where to go, but to actually get that value itself, like to convert IP address into location, you need something to help you do that. And IP info was the thing we used, and it works quite well. So you can see here, it asks for the domain, for the input, what is the URL, and then you can get the IP using the socket library. You can go from the host name. So let's say I have google.com. You can get the IP address itself. Then from the IP address, you use IP info, which is the API, to get the actual location of that IP address. And then based off of that, you're able to get the longitude and the latitude of that location. Then from there, you're able to find the distance between the coordinates of your IP address, which by the way, you find here. You're able to find your own IP address coordinates through Python. And then from there, you're able to compare, once you have both sets of coordinates, you can compare the distances, and using GeoPy, you can actually get the distance between the two coordinates. And then this is just a little code in order to actually have the map show with the line. So it's one of the great things about Python is I had to translate this, or not me specifically, but we had to translate this into JavaScript, and it really was hard. Like it was a couple hundred lines, and it done work nowhere near as well as this one did. And in Python, I pretty much did it in about 40 lines of code. So that's one of the reasons I love Python. I'm sure we all love Python here though. So that's the way it actually works, and that's the way it calculates like the distance between it, and you actually are able to figure out these kinds of details that we had during the demo. Okay, so quickly we'll go back to the slides for a sec.
there's an issue with the Chrome extension. So actually, I'll show you the code, the Chrome extension code right away. Sorry, if anyone doesn't know what a Chrome extension is, I can show you quickly. It's essentially up here. Like people have them. I have an ad blocker, or you can have like Grammarly, or essentially little apps that you can use, like that are built into your browser that help you like do things. Like I used to have a Chrome extension before Google did this natively, where I could get dark mode on my browser by the Chrome extension. So just stuff like that, like little apps. So the reason we had to actually make an API was because, here, let me make this bigger. It was pretty much impossible in JavaScript to actually create the to translate the IP address or the domain into an IP address without getting a super expensive API, and we didn't really want to do that. So we were able to actually do, like, what we ended up doing was using Heroku and hosting an API on Heroku. And this is pretty standard. This is essentially just translating the code that I had in the previous one just into the API. And then therefore, once we have the Chrome extension itself running, it's able to make a request from the API and then get its information that way. Also, I don't know if I said, but the reason why we need to actually use an API is because, first of all, you have to have Chrome extensions in, I think it's JavaScript, HTML, and CSS are the only language you're allowed to use. And because there's no way to convert the domain itself to an IP address in pure JavaScript. So that's why we actually had to do that. So here, Chrome extension problems are built with HTML, JavaScript, CSS, very difficult to convert, and we just created a Flask API to do it. So yeah. So one of the other problems that we have here, first I'll show you this quickly. This is the request that you need to make in order to actually get our API to work. So you can see internet, distance, Heroku app, and then the different portions of the request itself are, you have to provide your own IP address. So that's the IP address where I am, and then you have to provide the domain that you want to get the IP address of. And then based off of that, you're able to actually calculate the distance between the two of them, and then that returns that to our JavaScript code, which in turn uses it in the Chrome extension. So I hope this works, because sometimes it's weird. So if I click enter, we're gonna make a request now. Let's hopefully it works. There we go. Okay, see, it took a little while to do, but you can see the distance, and I'll explain to you like in a couple minutes why this is problematic, but you can tell the distance is 8,000 kilometers. The server IP is this, that's the Google, because I had Google there, and then the server location is in Fremont, US. Well, if I put something like let's go for the other one again, let's put apple.com. Oh, my bad, I misspelled it. Apple.com. It should be a little bit faster now. Here we go. We can see it's in Cupertino, California. The distance is 8,090 kilometers, and the server IP is that. Let's just do one more for good luck. I don't know. Let's try YouTube. And you can see it's the distance is 1624 kilometers. IP address is this. Server location is in Washington, US. And we'll talk about something that's a little bit interesting in just a second. So there is a pretty big problem with the way that we're actually doing this. Does anyone have any idea? If you wanna comment it, or if there's any questions. Sorry, I didn't stop. Okay, if there's nothing, I'll keep going. I just want to clarify that yes, indeed, there are no questions. Keep going. Okay, awesome, thanks. Okay, so the issue that we had, and it took me like a day to figure out why all the readings we were getting when we used the Chrome extension were wrong. I couldn't figure it out. Then finally it dawned on me that our Heroku server that we're using to actually run the API is in the northeast of the US. I don't know exactly where it is, but it's in the northeast of the US.
So for example, when I would do one entering my own IP address and try and find the closest Google server, for example, like I did that before here. I just entered YouTube. And the server location of YouTube is in Washington, US. Okay. If I do it on my own one here from my own computer, not from the API, I'll enter youtube.com. You're going to see that the server location of YouTube is Montreal, Quebec, Canada, which is 0 kilometers away because I'm using Montreal as an IP address. So that doesn't really make sense. Why, when I use the API, is my server location 1,600 kilometers away, and why, when I use my own computer, is it 0 kilometers away? And the reason why is because the API itself looks for the closest. The YouTube and companies like Google and Netflix have a whole bunch of different physical presences of their websites, like a whole bunch of different servers that run their websites. Because, like, think about it, like Google searches come in like half a second. In order to do that, like there's constraints to how fast things can travel. So they try and put as many nodes as possible and as many servers as possible close to big population centers, like close to Montreal or close to New York or close to California or close to London or different like population centers. So that means that when I search for Montreal, I search for the closest one to Montreal, which is in Montreal. But when I search from my API that's in the northeast of the US, the closest location of a YouTube server is in Washington, DC, which if you say, okay, I know the IP address of the one that's far away now, I know the one that's in Washington, then it's going to check the distance between Washington and Montreal. It's not going to check the distance between like my computer and the nearest Google server. So it's a little bit weird like that. That was the issue that we're having. So the distance is not accurate, and we're still trying to solve that. The project's still in works. So that's the major issue. The other issue we're having is that, that doesn't apply to everything as well, because there's some companies like Apple. Every time I've looked for Apple's server location, it's always been Cupertino, California. So that would always be right if I use the API, that would always be right, because the API is looking for the closest Apple server, which is going to be the same thing as if I look from it for Montreal. So that's why it's a little weird. It happens for some companies. It doesn't happen for all companies. And then the other issue we're having is that we assume that the internet like works and the wires that are laid out are as the crow flies, which essentially means they're perfectly straight. So if you draw a map from like Montreal to LA, and my internet goes like my data travels from Montreal to Los Angeles, like there's going to be curves. There's going to be like stuff called like different kinds of checkpoints, different kinds of places where the internet goes to that are probably going to add a lot of distance to my Google search or to my search, which is not reflected in the way that we're calculating the distance. So the next steps, make different calculations based on the ISP. Like things like we can get a better idea of where the physical location of like the network is, like for Bell or for Rogers or something like that. I put an extreme example as Starlink. If you know where Starlink is, it's one of SpaceX's companies that essentially has satellites going in space, and you can probably find a way to incorporate that distance and then their physical infrastructure on the ground to figure out the distance. But also there's stuff like, I wasn't sure exactly what the name was because people always write different names for this, but Continental Data Hub, which essentially means to cross the Atlantic, most of North American data, when you make a search or when you request something, goes through a terminal that's in New York City. And I'm pretty sure there's a terminal in London when they try and access stuff from New York. So incorporating aspects like that would make it more realistic, and I think would help the project. So yeah, that's about it. If anyone has any questions, let me know. Okay. Thank you, George. I will bring Yannick here to take care of the questions. Okay. Thank you, Yannick. Excellent. Thank you, George. Everyone, please ask your questions in the YouTube comments or on Slack. I'll be really happy to relay them to George.
And let me keep an eye here on the questions. But ask you, George. So for figuring out the different steps that the packets take without knowing exactly where the cables are laid out, trace route seems to me like a good approximation. So and I know that you can implement trace route in Python. I don't know if that's that would be doable. So maybe you want to, if you're familiar with, give us a little bit of summary of how it works, and I can jump in if. I'm not very familiar with how it works, actually. This is good for me because I might work on this later. But the thing that I've tried Googling it, and I've read that. Oh, sorry, I do know what trace route is. My bad. Sorry, I do know about it, but in a different context. I knew that you can implement it through terminal. I think you can use it, but I didn't know that you can use it in Python, which is cool. Yeah. Is that correct? Too deep into the details because I want to let other people ask you questions. But basically, you change the TTL, so how many steps a packet can survive, and you increase it by 1 until you reach your server. And every time your packet cannot reach the server, you're going to get a message telling you, oh, it stopped at that server. So you get the IP address of the intermediate router that goes there. There is a command on the terminal that's called trace route or trace route 6 for IPv6 that will give you that information, but you can do it in Python pretty easily with the socket module. So that's something you might want to look into. Yeah, absolutely. I will. Excellent. And no questions so far. Somebody actually gave us a link to how to implement a trace route in Python. I'm going to paste that in the YouTube chat because I think that's very this is really helpful. Okay, this is what I'm going to be working on tonight. And the person who gave us that information is Guillaume. Thank you, Guillaume. Guillaume, our presenter for tonight. Yeah. All right, everyone. Any other questions for George? Because I think that was very interesting. Maybe that was a little bit overwhelming because he shared with us a lot of information. Maybe that's why they're not asking, or maybe it was excellently clear, and that's why we don't have any questions. That seems. Oh, wait. There is a question. Okay, so Duke is asking, do you have a specific use case for the application? So you mentioned that you were curious about like how the internet works, but like what would be like the typical problem you're trying to solve right here? So I don't know. It's not exactly like a big problem. I'm not like I don't know what the big benefit of this project is. It was just something I was interested in, and we actually made it a Chrome extension, although it doesn't always work, and I've been having a lot of issues with it recently. But the goal was the overarching goal that I wanted to implement, and I have a few friends that are running it, is to have the Chrome extension and then have figure out how far your packets traveled over like a year. So let's say I did all these Google searches over a year. Like I don't know, I go my daily life. Like I go on Gmail, I go on like thousands of different websites, and then at the end of 6 months or at the end of a year, it tells me you traveled I don't know 150. I have no idea what the number would be, but let's say 1.5 million kilometers or 2 million kilometers. Like your package traveled that far. So that was the goal of it, and we're still trying to get the Chrome extension like finalized and not have the mistakes that I outlined before. Very cool. Yeah, indeed. I think you're summarizing it really well, that we have this beautiful infrastructure that we take for granted because it's just magical. It just works. But under the hood, there's a lot of work that is being done every second that we use this magical machine that is the internet. There is another question. It is a comment by Ivan. TCP IP step counter. It's missing a little bit of context for me to be able to phrase that as a question, but I think it's a suggestion for future improvement of that Chrome extension. Yeah. Absolutely. Well, thank you. Excellent. Thank you. And here is Duke again. Hey, thank you, George and Yannick.
Okay, I think we don't. Okay, I just move George here. I gotta keep you Yannick because I think I forgot something. Oh, you did. Yeah, I think we're gonna have the event, right? The soirée de programmation. That's right. Deux. I was hoping you would remember, and you did. So Yeah. Okay. Do you want to talk about it a bit? certainly. So next Monday at 7 p.m. We're going to have our second programming night of the year, and the programming night is just we get together, we fire up an IPython notebook, and we write code together. Think about it as a bunch of programmers having fun writing code together, pair programming as a big group. And next Monday, we're going to talk about data analysis with more data manipulation than data analysis, but a little bit of analysis with pandas. It's going to be mostly in French, but of course, if you speak mostly English, come. And as long as you're okay with us speaking a lot of French, we'll answer all of your questions that you ask in English. Okay. So it's going to be at 7 p.m. if I'm correct. That is correct, 7 p.m. Okay. And the link to the event, it might not be in the YouTube description, but you have the link to all of our future events on Meetup in the YouTube description, and then you click that, and that should be the next event. OK. Est-ce qu'on doit répéter un petit peu en français, là, juste pour que les gens... ouais. Ça me fait très plaisir parce que je pense que ça va être très divertissant comme soirée. Donc, lundi prochain, on a notre deuxième soirée de programmation. C'est une soirée de pair programming. Pair programming en français. J'essaie de... Surtout que je vais être dans le sprint de traduction. Je devrais être totalement en français. Mais bon, on va faire notre soirée de pair programming. On rouvre un IPython. Ça aussi, il faudrait que je le trouve en français. Puis on va faire la programmation ensemble. On va travailler sur la manipulation de données avec Pandas la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi prochain, à 7h. Et puis le lien vers nos événements Meetup est dans la description YouTube. Je pense qu'on n'a pas le lien pour cet événement-là en particulier. Et vous cliquez sur événements futurs et puis boum, ça va être le prochain événement. Ah, OK, cool. Ben, bon, je pense que c'est ça que j'avais oublié, mais je pense qu'on est pas mal tout bon. On devrait être bon pour aller au 5 à 7. On s'en va au 5 à 7 à l'instant. OK, ben, je vous invite à nous rejoindre à notre 5 à 7. Comme Yannick a dit, le lien, c'est sur notre page de YouTube. So, we would like to invite everybody to our happy hour. So the link is on our YouTube channel. So see you everybody. Have a good night. Bye bye. Bye, bonne soirée tout le monde. Que le Python vous apporte une expérience de programmation enrichissante.